Laurent, pour tout le monde, vous voyez un petit peu les participants à cette émission à contre-temps. Daniel Marceline. Oui, bonjour, ravi que nous soyons au complet. J'espère bien. Attends, j'espère faire la surprise aux téléspectateurs. Emmanuel de Rénal. Bonjour Gérard. Hein, Monsieur Eddy Marajo. Maître. Et puis, roulement de tambour, Christian Boutin. Christian Boutin. Voilà. Merci bien. Vous avez eu un bon voyage, ça s'est bien passé? Je vais te parler en portugais. Non, pas si vite quand même. Non, écoutez, beaucoup de plaisir déjà à vous retrouver, à retrouver les téléspectateurs. Mais c'est vrai que j'ai pris une respiration qui était très intéressante. Voilà. Je ne vais pas dire trop. Super, J'ai jaloux. Au sommaire d'aujourd'hui, Daniel d'abord va nous parler de l'Europe qui ne va pas s'effondrer. Donc elle va citer un auteur célèbre qui a écrit des livres très intéressants et qui lui c'est un Européen optimiste. Tu vas développer. Emmanuel va nous parler de... Ah, c'est tout? Non, pas tout. Tu vas parler également d'un ouvrage... Non, pas tout, c'est sûr. D'un ouvrage intéressant. De Lola Lafont. Oui, les versions de soi-même, c'est-à-dire que il faut savoir s'accepter tel que l'on est, il faut s'assumer tel que l'on est. Tu vas développer ça. Emmanuel va nous parler des règles pour un petit peu filtrer le visionnage des sites pornographiques par les mineurs. Et puis il va également nous parler du wokisme. C'est un mouvement qui, à l'origine française, c'est appareil d'Amérique et puis qui est revenu en Europe. Je vais te laisser développer. Et il va nous parler de le fameux débat sur les salaires. Salaire de Michelin, salaire de... Comment il s'appelle l'autre? D'Avares, oui, de la société. Tous les deux dans l'automobile. Christian va nous parler de CMA et CGM. Et BPI France qui lance un fonds de 200 millions d'euros pour décarboner la filière maritime. C'est un début, continuons le combat. Actualité, jingle. Oui. Je ne vous ai pas tout dit, c'est le sommaire approximatif, il n'est pas exhaustif. Vous allez découvrir, il faut laisser un peu de surprise. D'abord, le premier sujet. L'Europe ne va pas s'effondrer. Giuliano d'Ampoli, qu'il s'appelle, a dirigé l'ouvrage Le Grand Continent, paru chez Gallimard, et signe d'introduction en imaginant ce que pourraient être les futurs slogans populistes qui s'emparent de toutes les campagnes, de tous les esprits. Il affiche en tous les cas sa confiance en l'Union européenne, en la capacité de cet ensemble vertueux des États à résister au courant populiste. Un Européen qui refuse de céder au pessimisme. C'est peut-être rare, me direz-vous. Et en fait, il s'agit de retrouver un débat démocratique pour faire vivre l'Europe. Daniel? Oui, alors, pour compléter, parce que j'ai plus grand-chose à ajouter. Alors, sinon qu'après, à préciser qui est Giuliano d'Ampoli, c'est quelqu'un qui est d'origine à la fois italienne et suisse, qui est spécialiste en géopolitique, qui est enseignant à Sciences Po, et qui a écrit un livre qui, à l'époque, a fait beaucoup de bruit, qui était Le Mage du Kremlin. Et c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il décrit, c'est un roman, mais on comprend bien que c'est inspiré de faits réels, sur, disons, ce qui se passe, les arcanes du pouvoir. Et là, donc, cet ouvrage qui sort, Le Grand Continent, a comme sous-titre « Histoire d'un continent cassé ». Donc, a priori, le titre peut paraître pessimiste, mais il explique deux choses, en fait. Il explique qu'il y a une tendance qu'on remarque à la progression des populistes en Europe, à preuve les succès électoraux de certains partis populistes. Mais en même temps, ces partis populistes, alors qu'ils ont des positions au départ très tranchées contre l'Europe, en fait, ils tempèrent leur position une fois qu'ils sont au pouvoir. Et l'exemple qu'il prend, c'est l'exemple de Meloni en Italie, qui était effectivement contre l'Europe. Et la première visite à l'extérieur qu'elle fait, c'est elle va rendre visite à l'Union européenne. Donc, il dit, voilà, il y a ce mouvement-là. Et puis, il attire l'attention sur le fait qu'il y a deux types de débats. Il y a les débats sur les médias publics et les médias qui sont connus, qui ont des règles de fonctionnement. Et puis, il y a les réseaux sociaux, où là, il dit c'est l'empire des seigneurs de la guerre du numérique. Et il dit il faut faire attention parce que si on continue comme ça, bientôt, dans quelques années, il n'y aura peut-être plus de débat véritablement public. Et quoi qu'il en soit, dit-il, l'Europe n'est pas prête de s'effondrer
parce que l'Europe a effectivement des ressources qui sont économiques, culturelles, sociales, et qu'elle a encore des possibilités d'assumer sa sécurité. Et donc, voilà, c'est de la nuance. C'est à la fois constater comment l'Europe peut être attaquée, mais en même temps, pour ceux qui l'attaquent, quand ils arrivent au pouvoir, ils nuancent leur position, et le fait qu'il y a encore des ressources, et que donc par conséquent, tout n'est pas perdu, et qu'il n'y a pas lieu d'avoir un pessimisme exacerbé. La loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 encadre la collecte et le traitement des données personnelles, y compris celles des mineurs. La loi du 20 octobre 2020 renforce la protection des mineurs sur Internet en encadrant l'exploitation commerciale de leur image. Faut attention, ne pas utiliser leurs données, ne pas utiliser leur image elle-même. La loi du 7 juillet 2023 instaure une majorité numérique à 15 ans, permettant aux adolescents de s'inscrire sans consentement parental à certains sites. Et puis, il y a encore une nouvelle loi dont tu vas nous parler, sur maintenant un projet de référentiel pour justement filtrer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chaque mois, il y a 2,3 millions de jeunes mineurs, de moins de 18 ans, qui consultent régulièrement les sites pornographiques. Ce sont des volumes colossaux. À partir de 12 ans, un jeune garçon sur deux consulte régulièrement les sites pornographiques. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, le marché, qui est un marché colossal de la pornographie, la part de marché de la consultation des sites pornographiques est détenue à 12% par des mineurs. Ce sont des volumes impressionnants. C'est le corollaire aussi du tout écran. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné, on va peut-être faire le parallèle entre l'accès à la pornographie et aussi l'accès aux écrans, puisque de plus en plus maintenant de jeunes rentrent dans le vaste monde sans filtre par la mise à disposition d'écrans non contrôlés. Et donc, ça nécessite en effet de réglementer tout ça. Donc, l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et dicte maintenant un certain nombre de règles qui doivent faire l'objet de lois précises pour pouvoir contraindre et limiter l'accès de ces jeunes à la pornographie. Donc, les règles clairement qui sont édictées consistent à obtenir des fabricants de sites pornographiques eux-mêmes des solutions pour empêcher des mineurs à accéder trop facilement à la pornographie. Donc c'est à eux de trouver des solutions techniques. Alors c'est très compliqué parce que ça se contourne facilement. Les jeunes savent très bien comment contourner les difficultés, mais ça devient de la responsabilité de ces sites. Alors, il y a trois grands niveaux. Il y a la vérification de l'âge qui est imposée aux producteurs de sites pornographiques, y compris en ayant recours à des systèmes qui peuvent aller jusqu'à l'analyse des visages par des solutions d'intelligence artificielle. Mais il faut le faire toujours en respectant la vie privée, puisque c'est ça l'Europe, c'est ça l'Occident aussi. C'est à la fois le coup de bâton et la carotte. Donc, on ne peut pas interdire trop sans rogner les droits de la vie privée. Donc ça, c'est un point de difficulté qu'il faut aussi installer. Donc c'est exigeant. Et puis, bien évidemment, sanctionner les sites qui ne sont pas en conformité. Donc comment on les sanctionne? Voilà en gros les contours de la loi. Et pour pouvoir y parvenir, l'ARCOM et le gouvernement fixent un délai transitoire de 6 mois pour dire le temps que vous trouviez une solution, vous pouvez, dans l'intervalle, utiliser l'empreinte bancaire comme solution d'attente. Et après, on verra si ça devient une solution définitive ou si d'autres solutions seront proposées par les... Quelle est la solution, à ton avis, la plus fiable de ce qui est envisagé? Alors bien évidemment, c'est un vrai phénomène contre lequel il faut lutter. Je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de la pornographie où là, il faut mettre des barrières les plus strictes possibles. Mais il y a aussi une barrière qu'il faut installer qui est l'accès aux écrans. Bon, je crois qu'il faut maintenant dire avec beaucoup de courage et de simplicité que l'écran est nocif pour les enfants. Donc il faut créer des interdictions. Moi, je suis vraiment partisan d'interdire l'accès aux écrans pour les moins de 12 ans. Clairement. L'interdiction totale des écrans
de téléphone dans les écoles. Moi, je crois qu'il faut arrêter cette folie de laisser les gamins rentrer à l'école avec des écrans. D'abord, ça perturbe leur apprentissage, ça crée tous les phénomènes de violence dérivée que l'on constate aujourd'hui. Le point de départ, c'est l'écran. Donc, il faut vraiment une réglementation beaucoup plus ferme sur les écrans, puisque c'est de là que part le problème. Donc moi, j'aurais tendance à dire, oui, la pornographie en tant que telle doit faire l'objet d'une réglementation, mais l'accès aux écrans est sans doute l'action la priorité à mettre en œuvre. Avec son concept de salaire décent, le géant français du pneu fait d'une certaine manière une leçon de morale à Carlos Tavares au salaire démentiel de 36,5 millions d'euros validé par des actionnaires de Stellantis gavés de dividendes. Stellantis, c'est un groupe automobile comme Michelin. L'un fait des pneus, l'autre fait des voitures, dont les Peugeot, en passant, soit dit. Fiat Chrysler, etc. PSA, c'est bien. Et voilà qu'une autre entreprise vient dire, vous touchez donc 100 000, ça fait 100 000 euros par jour le salaire de ce monsieur. Il dit, écoute, je te fais confiance. C'est ce genre de sujet. Enfin bon, rappelons quand même que les Français sont quand même les rois de l'hypocrisie en matière de salaire, puisque quand vous demandez à quelqu'un combien il gagne, il va vous dire ça ne vous regarde pas. C'est vrai. OK ? Alors je vais vous donner quelques références quand même. Cristiano Ronaldo touche chaque année, ces temps-ci, 260 millions de dollars par an. Ouais. Donc on est loin des 36 millions d'euros. Le patron de AT&T, qui est un des groupes mythiques de la téléphonie aux États-Unis, qui s'appelle John Stankley, gagne 168 millions de dollars. Satya Nadella, un peu plus connu, le patron de Microsoft, Oui. gagne 168 millions de dollars. Bon, donc la problématique du salaire de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui est un groupe qui rassemble Peugeot, C'est Fiat, gonflé, etc. c'est gonflé. 36 millions, c'est une plaisanterie. OK ? Il est ridicule et il vaut mieux pas qu'il parle de son salaire. Alors, revenons à des choses plus sérieuses. Oui. Michelin dit, écoutez, nous, pour des raisons éthiques, nous allons créer un salaire décent. Oui. Nous allons, en fonction du lieu de résidence, en fonction du coût de la vie, Oui. nous allons réajuster nos salaires de manière à ce que nos ouvriers, nos salariés, nos cadres puissent vivre décemment. Donc par zone géographique. Par zone géographique. Donc, c'est à la fois une espèce de pied de nez à tous les grands patrons. Alors, le patron, rappelons quand même que le patron de Michelin gagne 2, et quelques millions d'euros par an, ce qui est déjà pas mal. Mais là, c'est totalement ridicule par rapport aux chiffres que je viens de vous donner. Et donc, Michelin fait un pied de nez à Tavares, mais en même temps dit aux entreprises françaises, vous devriez intégrer la philosophie suivante, le salaire ne doit pas payer le travail, le salaire doit payer le cadre de vie. Voilà la vraie révolution. Fantastique, hein ? Alors, par rapport à ça, il y a un certain nombre d'économistes qui disent « mais vous êtes complètement malade » parce que ça crée bien évidemment une discrimination féroce entre les travailleurs d'une même entreprise qui font le même boulot. Donc, si j'habite Paris, que je fais le même boulot qu'un type qui habite Clermont-Ferrand, eh ben, je le dois toucher 50% de plus. Et le mec de Clermont-Ferrand va dire « ouais, mais attendez les mecs, c'est pas parce que je vis dans une ville où le coût du loyer, des loyers ou de la nourriture est moins cher, Des loyers essentiellement. que mon travail doit être sous-payé par rapport aux Parisiens. » Donc, en voulant donner une leçon à Tavares, Michelin se retrouve avec un conflit social potentiel. Bon, donc la réalité, à mon avis, est beaucoup plus simple que ça. On est bien d'accord qu'on ne doit pas adapter son salaire à son mode de vie, mais on doit plutôt adapter son mode de vie à son salaire. On est bien d'accord ? Grande sagesse de Duval. Christian, CMA, CGM et BPI France lancent un fonds de 200 millions d'euros pour décarboner la filière maritime. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu ce sujet, j'ai pensé à quelque chose. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas chanter, mais je vais vous donner le lyrique, les petites chansonnettes d'enfants. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Mais oui, mon gros bétail, s'ils n'en avaient pas, pardon, ils marcheraient. Ils ne marcheraient pas. S'ils n'avaient pas, ils ne marcheraient pas. À l'endroit devant eux, ils font le tour du monde, mais comme la Terre est ronde, ils reviennent chez eux.
Va quand tu seras grand, tu feras le tour du monde sur un vaisseau puissant, marchant au commandement. Va quand tu seras grand, même au bout de la terre, tu reviendras sûrement embrasser ta maman. Le transport maritime, en tous les cas, les petits bateaux qui vont sous l'eau représentent environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et je te laisse développer. C'est ça. C'est vrai qu'on a eu l'occasion ici de parler beaucoup de la COP28 et des résolutions qui sont prises à propos effectivement de la décarbonation de la planète. Alors ça concerne bien évidemment les compagnies maritimes également. Ça concerne l'aviation, ça concerne beaucoup de secteurs. Et les compagnies maritimes, tu le disais, c'est 3%, ça paraît infime, mais c'est quand même très important. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de compagnies, les 5 plus grandes compagnies, dont la CGM, CMA CGM, ont pris l'engagement d'atteindre les objectifs, n'est-ce pas, de décarbonation. Et c'est ainsi, effectivement, qu'ils vont contribuer financièrement aux éléments utiles, parce qu'on ne peut pas faire un grand projet de décarbonation sans investissement. Donc, il y a 200 millions qui sont consacrés par la CGA-CGM, mais il y a également d'autres, tu parlais de la Banque publique d'investissement, qui va accompagner et qui va abonder d'un fonds de 1 milliard d'euros pour pouvoir... C'est sérieux. Ouais. Donc, on se rend compte que ces objectifs-là, qui sont essentiels, doivent nécessiter effectivement une mobilisation d'investissement. L'objectif, accélérer la transition énergétique. Alors, ces fonds seront affectés d'une part à la recherche, mais seront affectés aussi aux sociétés de pêche, qui sont bien évidemment par partie. Et puis, il y aura des organismes de contrôle, comme normalement, des comités de pilotage qui vont faire la supervision. Donc, il faut espérer que ce soit quelque chose qui sera atteint, parce qu'aujourd'hui, 99% des énergies fossiles alimentent aujourd'hui la navigation. Ouais. En tous les cas... du fiel lourd, quoi. On passe à... Ah oui, Oui, en fait, pour illustrer, pour que les gens comprennent bien ce qui va se passer, par exemple, dans le port de Fort-de-France va se doter d'un certain nombre d'équipements pour ne plus alimenter les bateaux avec du fioul, ouais, mais de l'électricité. Voilà à quoi cet argent va servir. Société, jingle. Alors, le terme wokisme, je le dis à la française, et non pas wokisme, est un anglicisme dérivé du verbe anglais to be woke, être éveillé, être alerte, qui signifie aussi être conscient. En français, il désigne un courant de pensée issu des mouvements d'émancipation sociale aux États-Unis, qui met l'accent sur la lutte contre les injustices, les discriminations, le racisme, notamment... également fondé sur l'orientation sexuelle ou la classe sociale. Tu vas développer ça en précisant, tu vas le préciser, que ça à l'origine, ça venait de France. Attends, continue. Oui, alors bon, tu l'as bien dit, hein, le wokisme, c'est un mouvement qui essaime, qui aujourd'hui essaime beaucoup aux États-Unis notamment. Alors il y a peut-être une influence, on va y revenir, française à l'origine, mais qui trouve sa pleine expression maintenant, notamment dans les universités américaines, et qui est un grand mouvement social, politique, qui est centré sur la conscience de l'activisme contre les inégalités raciales, de genre et les inégalités sociales. Voilà ce qui fonde la légitimité de ce grand mouvement. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, woke, ça veut dire éveillé, donc c'est en gros, la conscience est éveillée pour pouvoir militer fortement contre ces ruptures d'égalité qui peuvent exister dans les rapports sociaux. Donc, pour aller un peu plus loin, c'est d'une part, l'objectif de ce mouvement, c'est de lutter contre les discriminations, c'est de reconnaître et de valoriser les identités, et c'est de déconstruire les structures d'autorité, les structures traditionnelles, y compris en passant par des solutions un peu radicales. Donc il y a une dimension de radicalité derrière le mouvement woke. Une fois qu'on a dit ça, on se dit c'est très bien, sauf que le wokisme est comme dans beaucoup de pensées philosophiques, il y a souvent de bonnes intentions et puis des effets qui sont extrêmement pernicieux, voire pervers. Et les effets de ces mouvements, quand on s'appuie notamment sur la reconnaissance et la valorisation des identités. Voilà, je m'arrête juste sur ce plan-là.
c'est une façon, malheureusement, dans ces dérives, de créer des clivages extrêmement forts entre les différentes communautés, puisque c'est fondé sur la légitimité de chaque communauté, et comme on a eu l'occasion de le dire souvent autour de cette table, le communautarisme est la première étape vers les grands conflits du monde. Et le wokisme, d'une certaine manière, alimente les rapports conflictuels entre communautés. Regardez ce qui se passe en ce moment dans les universités américaines. Là, on est dans des rapports qui sont totalement irrationnels, même s'il y a un fond de légitimité à se positionner sur ce qui se passe à Gaza et en Israël. L'expression dans les enceintes universitaires prend des formes où la nuance a totalement disparu, parce que c'est consubstantiel à l'approche woke, en réalité, de vouloir radicaliser. Alors, la nuance avec la France, puisqu'aujourd'hui, ce mouvement, en effet, a sans doute une inspiration française, mais il s'exprime forcément bien dans des pays où on va dire la liberté d'expression est absolue, ce qui est le cas aux États-Unis. On peut tout dire, on peut dire des propos racistes. Deuxième amendement. Voilà, le droit à la liberté d'expression est plus fort que tout. Donc le wokisme s'engouffre forcément très bien là-dedans, alors qu'en France, il y a quand même des limites qui sont fixées, d'une part, et d'autre part, il y a aussi une limite un peu essentielle dans le système français, qui est le système républicain, qui consiste finalement à combattre le communautarisme au profit d'une vision humaniste de la société, où en gros, tout le monde, on est tous égaux en droit, et donc on n'a pas à faire la part des communautés en fonction de critères raciaux, ethniques, de genre, etc. Il y a ce prérequis qui fait que le wokisme, du coup, a du mal à revenir correctement en France, en tout cas trouve des barrières républicaine qui finalement crée des affrontements d'ailleurs assez forts. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le wokisme. Et puis enfin, pour terminer sur les dérives un peu les dérives communautaristes liées au wokisme, je rajoute la dimension de radicalité qui souvent est contre-productive. Parce qu'un des éléments aussi qui est justifié par ce radicalisme, c'est ce qu'on appelle la cancel culture, où on n'hésite pas à effacer toutes les traces de l'histoire qui viendraient contredire une liberté d'une communauté ou un bien fondé d'une communauté. Et ça crée des débats dans un pays comme la France qui est plutôt gourmand de ses vérités historiques et de sa stabilité républicaine. Avant de passer la parole à Daniel, je C'est pas moi. voudrais non, tu as demandé d'intervenir sur ce sujet. Je voudrais vous dire que voilà le genre de sujet qui nous permettrait de gloser pendant une demi-heure, puis on prendrait un autre du même genre et puis on aurait fait une émission. Mais c'est pas ça, à contre-temps. Tu voulais dire? Oui, juste de signaler qu'il y a un côté pervers dans ces débats, parce que à l'heure actuelle, on constate à certains moments que lorsqu'on veut attaquer des discriminations qui sont réelles, on se fait tout de suite taxer de wokisme. Et donc le wokisme devient à certains moments un prétexte pour ne pas aborder une vraie question. Très certainement. C'est les excès. Entre riches et pauvres, une différence de 5 tonnes de CO2, ça fait un paquet quand même chaque année. Et dit tout que ces chiffres-là sont raisonnables. Moi, quand je vois ce genre de sujet, j'éclate de rire parce que c'est presque du wokisme. C'est vrai. On devrait éliminer les riches parce que c'est ça. Non, mais je plaisante. Je pousse. Il y a des types qui ont du temps à perdre, en fait. Grosso modo, je vais quand même les citer. C'est le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique et l'Association pour la transition bas carbone, qui ont publié une étude qui disent, grosso modo, je résume encore, c'est un peu caricatural, les riches polluent plus que les pauvres. Normal. Les riches bouffent plus que les pauvres, les riches conduisent des grosses bagnoles, des bagnoles plus grosses que les pauvres, etc. Bon, mais qu'est-ce qu'on va changer à ça? Pas grand-chose. Ce qu'il faut dire, c'est que si on commence à entrer, alors imaginons que je me fasse l'avocat du diable, mais il y a plus de pauvres que de riches, on est bien d'accord. Donc si on multiplie la pauvre petite quantité de pollution que
que produit un pauvre par le nombre de pauvres, ça fait 10 fois plus de pollution que par les riches. Donc, non, mais bon, mais c'est un sophisme. non, mais je l'ai dit, j'ai annoncé la couleur. Tout ça pour dire qu'il y a d'autres choses à faire, quoi. Il y a d'autres choses à faire. Il faut quand même rappeler que quand vous achetez une voiture très, très luxueuse, très, très puissante, vous payez très, très cher aujourd'hui. OK ? Mais comme les gens qui sont concernés ont beaucoup d'argent, à la limite, ils s'en fichent. OK. La problématique de la pollution liée à la consommation, elle est extrêmement faible dans la pollution globale. Ce n'est pas les gens qu'il faut attaquer. C'est d'abord les États, ensuite les industries, et ensuite un certain nombre de services, notamment le transport. Donc, à trop focaliser, voilà, ça c'est typiquement le genre de truc complètement stupide. J'assume, et tu as raison de soulever ce sujet. Il y a des gens qui aujourd'hui n'ont tellement rien à faire qu'ils veulent susciter des débats là où il n'y en a pas. La part de la pollution dans la consommation individuelle est ridicule par rapport à la part de la pollution industrielle du transport. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de dire que les riches polluent plus que les pauvres, parce que... C'est une évidence. Non seulement c'est une évidence, mais en plus, la part relative est ridicule. Alors, moi qui suis excessivement riche, Oui. je vous ai dit que donc, je sais que... Fais attention, il faut te fais prendre le mot. Non, mais j'ai eu 5 contrôles fiscaux. Moi, j'en ai eu 9. Donc, je suis tranquille, j'ai un très bon expert comptable. En France, les 1% dont je fais partie, des plus riches, émettent en moyenne 10 fois plus de CO2 par an par leur consommation. Je l'ai déjà dit, 40,2 tonnes. Plus que la moitié la plus pauvre des Français, qui est tout petit là, avec le petit sandwich, cette image, 3,8 tonnes. Ça fait quand même un différentiel qui demande une réflexion. Oui, bon, mais quand tu multiplies le nombre de pauvres... Non, on est d'accord. À l'échelle mondiale, les 10% les plus riches de la population sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est là que ça vient un petit peu contrecarrer cette proportionnalité que tu évoquais. Tandis que les 50% les plus pauvres contribuent à moins de 10%. Le débat est clos. Ce n'est pas une émission de discussion échevelée, frénétique. C'est une émission pédagogique. Donc, et puis, je suis maître des horloges. C'est pour ça que je donne un jingle pour la culture. Voilà. C'est bien l'autorité. Hein. Alors voilà un sujet typiquement fait pour Daniel Marceline. Un sujet philosophique, culturel, littéraire, intimiste. Ça s'appelle « Les versions de soi qu'on préfère taire sont peut-être celles que l'on devrait chérir ». C'est un ouvrage écrit par Lola Lafont. Les aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à cacher ou à taire peuvent être en fait plus précieux, plus unique que ce que l'on montre éperdument, le paraître, alors que l'on est autre chose de différent, de moins grandiloquent, mais aussi intéressant, peut-être de plus attractif. Et c'est ce que j'essaie de soulever en vous, là, chacun, que les gens vous voient autrement que Madame Le Bâtonnier, que le directeur de Publis, Abbas Pelludum, que le responsable, le magnat de la presse, Eddie Marajo, et puis que le directeur de la SACEM, de vous montrer que vous... Problème. Je veux vous montrer qui vous êtes. Daniel, vas-y. Je prends à témoin tous ceux qui nous regardent. Hein. Je pense que Gérard, il était presque plus passionné par le sujet qu'il dit, qui est censé être pour moi. Donc vous voyez Lola Lafont. Lola Lafont, c'est une femme qui est romancière, qui écrit des chansons, qui chante, qui fait du théâtre, qui est également féministe assumée, avérée. Et donc elle fait un article, en fait, c'est pas un ouvrage, c'est un article dans lequel elle dit que elle constate un jour que dans sa boîte mail, il y a un spam qui lui dit « Mais vous ne savez pas la vraie version de vous qui est en vous, et pour ça, veuillez vraiment adhérer à ce programme de recherche personnelle. En 3 fois, vous pourrez payer, en 3 fois, et vous y arriverez. » Et donc, nous savons tous que la question du développement personnel, il y en a beaucoup qui en font des choux gras. Et que, pour une société en perte de sens, c'est effectivement, pour certains, important. Et de ça est partie l'idée pour elle d'une réflexion à la fois individuelle, mais sur la société. C'est-à-dire que quand elle dit la phrase que tu as citée,
Elle dit en fait, on me demande de chercher la vraie version qui est en moi. Mais ça veut dire quoi, la vraie version? La version par rapport à quoi? Par rapport à des codes, par rapport à ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'est la vraie version? Est-ce qu'il faut plaire à celui-là ou à celui-ci? Et pour la société française, c'est quoi la vraie version de la société française? Surtout à l'heure où il y a beaucoup de politiques qui parlent de « c'était mieux avant », qui parlent d'un âge d'or qui est perdu. Donc elle fait le parallèle entre l'individu et la société pour dire, en fait, véritablement, que peut-être la vraie version de soi, c'est celle que l'on tait et que l'on cache. Et là, on se prend à rêver. D'abord, on se dit pour soi-même, et effectivement, mais je n'ai pas à plaire à un tel ou à un tel, je peux m'assumer. Et on se prend à rêver pour la société française. Pourquoi ne pas assumer sa diversité culturelle, dire qu'elle n'a pas à choisir plus, à considérer qu'elle n'est pas représentée par quelqu'un de noir pour les chanter aux Jeux Olympiques, mais que toute son histoire est faite d'apports différents et que la vraie version de la France est celle que peut-être elle tait à l'heure actuelle. Je vais vous poser... Je trouve ça très élégant. Ouais. N'est-ce pas, hein? Je vous propose un sujet surprise. D'abord, première question, vous êtes brusquement doté par l'effet du hasard de vos mérites d'un salaire, on va dire, peut-être de 3 millions, 4 millions d'euros par an. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Je crée une fondation. Avec ça, je peux faire des productions culturelles, faire des longs métrages, des documentaires sur l'histoire et le patrimoine culturel martiniquais. Emmanuel? J'en sais rien. Tout à fait. J'en sais rien. Là, tu me prends de court. Ça veut dire qu'il faudra que tu apprennes à rêver. Non, mais oui, d'une part. Mais d'abord, je ne pense pas que je mettrais cet argent-là au service de mes pulsions ou de mes envies primaires. Parce que je pense que j'en ai... des dégâts. Non, mais parce que j'en ai assez peu, à vrai dire. Parce que j'en ai assez peu. Vous savez, le bonheur n'a pas besoin de ressources très, très lourdes. Donc, en effet, peut-être qu'une grande partie de ce salaire, je mettrais au service probablement de fondations ou de projets extérieurs à moi-même, sans doute. Oui. Eddy? Je dépense tout ça en 5 minutes. Donc, je vais chercher un truc qui peut... Pour en finir. Pour finir avec ça, parce que le problème... Christian, quelle position? Moi, je continue déjà à voyager. Mais t'as pas d'argent pour Après, ça. je fais des trucs de santé pour bien, tu vois. Pour vivre longtemps. Et puis après, je vais réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec le reste. Non, je plaisante. Comme on fantasme. Moi, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est une école totalement contraire à l'école de maintenant. Une école. Une école. Plus au-delà de Montessori ou de ces écoles-là, une école totalement différente, très pratique, très subtile, où les examens, il y a des examens, mais il y a des épreuves qui sont différentes. Il y a tu veux créer des nouveaux chômeurs. Non, des gens très performants. Des nouveaux hommes. Des gens très performants. Ouais. Un peu à l'image de l'émission que nous faisons, où on prend le contre-pied des choses, avec le sens développé de la critique, de la subtilité, la subtilité du monde et des gens. C'est-à-dire ne jamais prendre pour acquis ce qu'on vous dit, voilà. Jamais prendre pour acquis ce que quelqu'un vous dit, avec véhémence surtout. Moi, c'est l'essentiel que je ferais. Ça demanderait beaucoup d'argent, parce qu'il faudrait former les professeurs d'abord. Donc, il faudrait faire d'abord une école pour former les professeurs, et puis après, l'école viendrait. Voilà ce que j'aimerais faire. On va passer à la musique, on a largement le temps. Manifestement, pour une fois. Oui, on va parler devrait nous remercier. J'ai tenu, comme on t'a pas vu longtemps, j'ai tenu les scopes pour te laisser largement développer. Vas-y. Eh bien, on va parler de... Un petit jingle avant, parce que c'est la musique. Merci, Oui, vas-y. Voilà, discret et talent. J'aime beaucoup ça. Des gens humbles, mais dont le talent éclate au grand jour. On va parler de José Priva aujourd'hui. José Priva, un homme silencieux. D'ailleurs, j'ai choisi de vous passer un petit interview de 3 personnes que vous allez reconnaître et qui vont parler de José. Mais quel homme se cache derrière le musicien? Voyons cela avec ce portrait signé Viviane Dofuedos et Eddie Belrose. Mon époux, c'est d'abord quelqu'un de très simple, très très simple, qui mène une vie simple et qui a cette passion, la musique. Pour moi, ce musicien représente la discrétion, l'humilité, le talent et la créativité en mouvement perpétuel. Collaborer avec lui, c'est vraiment approcher la chose
le jazz en toute simplicité et en tout bonheur, parce que sans chichi, mais on y va vraiment. La musique, toujours et par tous les temps. Les journées de José Privat commencent par son rituel. À l'occasion des 65 ans de José Privat, en 2016. Aujourd'hui, il a 73 ans. José Privat, c'est un itinéraire très discret, comme je l'ai dit. Il a reçu de son père un violon à sa tendre jeunesse. Et son père a acheté un piano pour ses filles. José déposait le violon et puis dit c'est piano à monnaie. Voilà, il y a des choses comme ça. Et puis il explique que le violon ne l'a pas accroché du tout. Il n'a pas accroché. Comme je le comprends. Ça a été mon cas. Donc, et moi, je découvre José en 1971 avec la Perfecta. Ça se passait au Miramar. Parce que c'est un orchestre que j'ai suivi, étant du Robert, Trinité. Bien avant, n'est-ce pas, mon itinéraire professionnel, j'étais déjà dans le milieu, je trempais déjà dans la musique, dans le milieu. Et José, je me rappelle son talent. Il avait remplacé Alex Cayol, qui était le premier pianiste de la Perfecta, qu'on appelait Sousout. Et il jouait d'ailleurs, il y a 2 œuvres qui me viennent en tête, c'est El Papelito Blanco, c'est un morceau merengue qu'il jouait avec Marcel Chantelly. Et puis il y avait un morceau de Rafi Lévite. Bon, je ne me rappelle plus le nom. Et José s'exprimait déjà de façon extraordinaire. Après, il a été remplacé par Roland Pierre-Charles. Et puis, quelques années après, il a enregistré son premier album chez Henri Debs. Un petit peu après, il a enregistré avec Jojo Debs. Alors, José aussi, il joue un instrument qui est assez particulier, s'appelle l'orgue Hammond. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent ça. C'est celui d'Eddie Louis. Absolument. On va écouter un deuxième extrait, enfin plutôt un premier extrait musical. C'est Rêverie Baudelot, c'est une composition qu'il a proposée. Très jolie composition qui a été reprise d'ailleurs avec son fils. Ils font ça en 2 pianos, c'est vraiment beau. Alors José, il a beaucoup joué avec Jean-Marc Albissi et Romain Palud. Ils étaient en trio, ils ont fait 2 albums en trio. Et José aussi a revisité le patrimoine. Je vais vous proposer de réécouter quelques extraits, enfin quelques secondes, de Sepp en Meg et de Contretemps de Polo Rosine, que José a arrangé également.
ton école, là. C'est ce qu'on va faire, hein, dans ta nouvelle école. Hein, pour... Tu serais responsable de la section Oui, musique. oui, pour initier les gens à la profondeur et à la beauté. qualité, à la beauté, qualité. éducation à la beauté. On va faire de nouveaux hommes. Oui. On va faire une liste et puis on va à la collectivité. Alors, José... La collectivité. Et puis on va aller de l'eau à tout le Alors, monde. comme on a un petit peu de temps, petite parenthèse Alors, aussi, moi je suis allé dans un pays qui s'appelle Madère, où il y a un grand festival. La ville s'appelle Funchal. Ils ont un très très grand festival. Il faut qu'on puisse avoir des stratégies de positionnement de nos artistes dans des grands festivals mondiaux. Je pense que ça, depuis très longtemps, je pense à une agence de développement culturel. Tu en profites, quoi. Tu places ton truc. Non, non, mais je propose, je contribue à l'économie de mon pays. Voilà, enfin bref. Et à la culture, n'est-ce pas? L'exportation. Alors, José, c'est aussi un itinéraire extraordinaire avec Malavoie. Alors, vous savez que Polo, à un moment donné, on n'a pas compris pourquoi Polo Rosine avait voulu avoir un deuxième clavier. Alors après, je pense qu'il avait déjà ses petits problèmes de santé. Et je crois qu'il avait besoin de quelqu'un à côté de lui. C'est ça. Ce qui fait que José Privat, il a joué avec Polo, il a remplacé Polo. Ouais. Voilà, et puis, quand Polo est parti, il était là, il était prêt. Il a été prêt. Très beau, ça. Et José a participé... Excuse-moi, tu écris ça dans ton livre, en préparation? Ça viendra, ça viendra. Je demandais à Eddie de m'interviewer, d'ailleurs. Il ne m'a pas encore répondu. Voilà. Vous savez qu'il y a eu l'expérience de Malavoie symphonique. Extraordinaire expérience au Zénith à Paris. Oui. Et là, je vais vous faire découvrir José au sein de cette merveilleux orchestre, parce que je crois qu'on ne mesure pas suffisamment l'importance que nos artistes, enfin, dans la propagation de notre identité, de nos mélodies. Malavoie symphonique, je vais vous faire écouter, entre autres, un chorus de José Privat, c'est-à-dire une improvisation, piano, et on va partager avec les téléspectateurs. Merveilleux, n'est-ce pas? Oui. Alors ça, c'était aussi au Zénith, quoi. Avec, combien de personnes là, ça? Oh, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des milliers et des milliers. Hein. Et puis il y a eu plusieurs représentations. Ouais. Voilà. Et puis José, il vient de faire un album. Malheureusement, on ne pourra pas écouter, parce qu'il avait un dernier titre qui s'appelle Coin Carbé, que je n'ai pas eu le temps de transférer. Mais il vient de faire son troisième album, toujours avec une formule légère. Et puis José joue régulièrement dans plusieurs piano-bars en Martinique. Donc voilà, je rends hommage à cet homme merveilleux. Mais on me dit à la technique que ça sera dans l'émission. Ah ben super, Coin Carbé, voilà. Coin Carbé sera dans l'émission, rassurez-vous. Voilà, ben, c'est très bien, voilà. Merci donc voilà, ce clin d'œil à José Privat et des félicitations à cet artiste merveilleux et puis qui nous a donné sa progéniture. Voilà, et dans son dernier album, il jouait avec son fils? Avec Grégory Privat, qui va bientôt jouer ici, et il va jouer au Grand Carbé. Et je pense que José sera inévitablement là avec lui. Ouais. Ah, mais sur l'album, il ne joue pas avec Grégory? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. En tous les cas, nous avons fait une émission intéressante, un petit peu au galop, très rapide. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en espérant que vous serez tous là. Eddie m'a promis d'être là la semaine prochaine. Alors,
Prions qu'il ne sera pas requis par M. Macron en consultation pour savoir que faire pour les Européennes ou un autre sujet de la sorte. Je vous remercie, chers inspecteurs. Puis je remercie Mehdi, je remercie Flore, je remercie tout le monde, la technique. Je remercie. On a vu quand il jouait un petit trophée SACEM. Oui. On lui avait remis ce trophée. Voilà. Non, il faut que je le signale. Parce que à tous ces heures, paradis. Personne ne le dira pour toi. La semaine prochaine.